Alors je vais continuer sur une autre thématique. Donc quelles sont les questions que soulève l'approche intégrative? Alors il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, je vais vous en lancer quelques-unes. Alors la première ce serait quel processus actif jouerait un rôle dans les différentes psychothérapies que je vais vous citer, dans l'analyse transactionnelle, dans le MDR, dans la Gestalt, dans la pleine conscience, la mindfulness, dans l'intégration des cycles de vie, dans le FT ou dans la psychanalyse. Et si on s'intéresse au processus actif, ce qui ferait la singularité, ce qui ferait le levier thérapeutique, je pense que ça ouvre des débats plus que ça ne donne des réponses simples et évidentes. D'autres questions qui me viennent, un outil peut-il fonctionner sans théorie? Est-ce qu'on est amené à avoir une approche intégrative pour soi ou plutôt pour les patients? Euh, Qu'est-ce qui nous dit qu'on doit persister avec une théorie ou plutôt en changer? Et ça, c'est une énorme question dans l'approche intégrative, c'est que, et les gens peuvent vous poser ça, et ils ont raison de poser cette question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je lâche mon modèle, je le mets de côté, et je commence à passer à un autre modèle? Il n'est pas impossible qu'en faisant ça, je me mette à éviter une difficulté. Euh, alors on peut se dire finalement les théories ne nous servent plus à ce moment-là. Est-ce que ça provient d'un blocage chez nous? Est-ce que ça invalide le modèle? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas applicable à la personne? Parce que bien évidemment, on va parler des résistances d'un symptôme ou d'une personne, puisque finalement les choses continuent à perdurer malgré l'application d'une méthode, d'une méthodologie, d'un modèle. Donc si on peut en changer, ça modifie un peu tout en fait. Est-ce que c'est au thérapeute de bouger? Est-ce que c'est au patient de bouger? Est-ce que c'est au thérapeute d'être plus clair? Est-ce que c'est au thérapeute d'être patient? Donc tout ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on doit plutôt répondre aux demandes des gens ou plutôt à des besoins qu'on aurait perçus chez eux et qui seraient finalement peut-être plus pertinents, mais encore, on est dans des suppositions. Euh, donc la question de l'intégration, elle nous renvoie à ce qu'est déjà la psychothérapie, c'est-à-dire un art porté par des données scientifiques, au même titre que la médecine. Ça reste éminemment une rencontre entre deux personnes. Paul Wachtel, qui est un psychanalyste américain, nous dit qu'une thérapie intégrative, elle n'est jamais terminée, qu'on l'incarne au fond dans notre pratique, avec notre intégrité, notre personnalité. Et dans ses conférences, il a plaisir à dire que il pratique la TCC avec un accent psychanalytique et inversement, la psychanalyse avec un accent TCC. La question elle reste de savoir s'il y a un équilibre à trouver entre l'intuition personnelle du thérapeute et les données de la recherche pour ce qui a trait à la réflexion et puis l'action thérapeutique et comment on peut acquérir un équilibre entre tous ces éléments. Euh, une des difficultés aussi, une des questions que soulève l'approche, c'est qu'il y a une possibilité de perdre la finesse de l'instant en désirant accumuler des modélisations scientifiques qui pourraient finir par devenir froides et mécanistes. Euh, une autre question qui me semble importante, c'est comment un système a priori paradoxal, euh, donc je repars sur un exemple que j'ai eu personnellement, un comportementaliste vous parle du contre-transfert qu'il peut percevoir ou de la structure névrotique du patient face à lui, alors qu'il est comportementaliste. Donc comment un système a priori paradoxal, donc qui contient des éléments a priori inconciliables, peut tout de même fonctionner et plutôt bien et donner une satisfaction et peut-être sur le plan de l'efficacité froide, on pourrait dire que les symptômes disparaissent. Euh, Qu'est-ce qui, dans l'efficacité également, proviendrait des sources d'inspiration de la psychothérapie évaluée et qu'est-ce qui proviendrait vraiment de sa singularité, de son originalité? Ça aussi, c'est une grande question. Qu'est-ce qui fonctionne précisément dans toutes les nouvelles psychothérapies proposées? Est-ce que c'est vraiment le petit plus qui, a priori, la différencierait des autres? Donc je pense que par moment, on peut avoir un certain doute par rapport à ça.
Il y a un psychiatre français très connu, mais plutôt pour les anciennes générations, qui s'appelle Lanteri Laura et qui en 2004, dans un article, a expliqué qu'il y avait trois fonctions pour une théorie. Euh, et je trouve que c'est assez pertinent. Donc la première, c'est de guider l'investigation clinique. La deuxième, c'est de donner des points de repère pour suivre une évolution. Euh, et puis la troisième, c'est de pouvoir communiquer entre professionnels. Une des questions que soulève l'éclectisme technique, c'est la valeur du symptôme. Non, la valeur du déploiement en série excusez-moi, la valeur du déploiement en série de différents outils et stratégies afin justement de répondre à un symptôme qui résiste. Euh, donc on est possiblement à ce moment-là en train de mettre de côté la question d'une évaluation plus large qui prendra en compte le contexte, quels sont les facteurs de renforcement positifs ou négatifs, familiaux, économiques, sociaux, professionnels, ou même des questions plus individuelles, voire psychodynamiques, quel est le type de structure, la valeur du symptôme dans l'économie psychique, ça, l'éclectisme technique, on pourrait dire d'une certaine manière, s'en fiche et tente de détruire, de réduire et de supprimer ce symptôme. Donc la question elle reste posée de savoir si les théories de référence ainsi que les phénomènes cliniques qu'on observe sont vus sous l'angle du réalisme ou de l'instrumentalisme. Si on est dans une perspective réaliste, les objets sont donc réels, les objets thérapeutiques, euh, c'est-à-dire qu'ils ont une forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils sont en soi curatifs. L'association libre, l'interprétation ou l'exposition comportementale sont des éléments curatifs en eux-mêmes. Ce à quoi je ne crois pas personnellement. Je pense qu'il faut que ça prenne un sens dans un cadre donné. Sinon, il suffirait simplement de faire de l'association libre ou de l'interprétation ou de l'exposition comportementale n'importe où avec n'importe qui, euh, et que ça serve à quelque chose. Je crois que l'habillage, le sens que ça a, la rencontre entre un besoin et un professionnel vont permettre de créer un contexte. Bon. La deuxième position, donc, c'est de voir les théories sous l'angle de l'instrumentalisme. Et on commence à voir à ce moment-là ces modèles, ces différents modèles, comme des façons, des instruments en tout cas, qui permettent de penser le monde. Donc, comme je disais dans un autre extrait, la psychothérapie, c'est un système qui s'autoconfirme. Ah, donc j'ai coutume de dire c'est un peu comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes, en tout cas quasiment toujours. Chaque psychothérapie arrive à soigner ou à guérir des troubles ou des maladies qu'elle a au préalable conceptualisés, et plus difficilement les troubles provenant d'un autre modèle. Euh, donc on pourrait dire que la pratique, elle permet de créer de toutes pièces le chemin, euh, en nommant ce qui est pathologique ou pas pathologique, et en permettant de transformer le pathologique en normal. Donc la pratique, elle crée un chemin qui va déconstruire, euh, et en même temps indirectement dans le but de se valider elle-même, de valider sa théorie, voire de guérir le patient. Donc chaque psychothérapie a des repères sur la normalité. Euh, Elle peut proposer des objectifs thérapeutiques, elle a une vision du processus qui pourra amener au changement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand je vous parle de systèmes qui s'autoconfirment, qui se valident par lui-même, il faut bien se dire que à chaque échec ou à chaque réussite, chaque psychothérapie peut donner une explication en fonction de sa grille de compréhension des phénomènes qu'elle a préalablement nommés en fait. Euh, à la disparition d'une phobie chez un sujet, la psychanalyse pourra dire que le destin il est intrapsychique et qu'une substitution de symptômes est possible. La thérapie comportementale pourrait répondre à ce moment-là que la phobie constitue un comportement adaptatif dont le sujet n'a plus besoin. Le comportement s'est éteint et définitivement si les conditions de renforcement sont maintenues en l'état à l'avenir. Euh, donc il y a une opposition entre une vision constructiviste et positiviste à ce moment-là. Euh,
si la phobie réapparaît, la psychanalyse a des explications à ça, et la thérapie comportementale a des explications à ça. Et comprenez bien qu'en donnant ces explications, on ne sait pas si elles ont tort ou raison, mais en tout cas, elles ne viennent pas invalider la force de leur modèle. Si la conceptualisation s'auto-alimente, donne des explications à l'intérieur de ce système, on ne peut pas dire que ça en constitue un élément de preuve scientifique. Et là, le bât blesse assez souvent. Un raisonnement qui est logique, d'après coup, dans un système, ne lui donne pas une validité externe. C'est-à-dire une valeur d'explication vraie, universelle. Donc ça pose tout de suite la question de l'affrontement entre écoles, car chacune raisonne avec des arguments propres, mais sur une réalité qui n'est pas observée de la même manière. On ne regarde pas la même chose. On délimite pas de la même manière les choses, on n'appelle pas les choses de la même manière, on ne voit pas on n'imagine pas les mêmes étiologies, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc ça donne une cacophonie, un débat de sourds et de muets, quoi. Euh, Ça n'amène pas à des preuves scientifiques, mais ça vient renforcer, et on le voit souvent dans les conflits entre professionnels, que ce soit sur le virtuel, en conférence, à travers des bouquins, tout ce que vous voulez, ça vient renforcer le modèle d'appartenance de chacun des protagonistes. Selon moi, si un thérapeute veut adopter une posture intégrative, il va devoir admettre que certains problèmes ou comportements n'ont plus vraiment de sens à l'heure actuelle. Certains. Et je vais vous déployer encore 3 arguments qui sont relatifs, on pourrait dire, aux 4 à grande approche. Donc le deuxième argument, le deuxième argument que le thérapeute devrait adopter pour avoir une posture intégrative, c'est que certains comportements peuvent disparaître sans trop bouleverser le sujet. Donc c'est ce que parfois peut assez facilement nous montrer l'approche cognitivo-comportementale. D'autre part, certains comportements ont un sens fort et ne disparaîtront pas sans une exploration nécessaire de celui-ci. Donc là, on est plutôt dans une vision de l'approche psychanalytique ou humaniste. Et dernièrement, il pourrait aussi admettre que certains comportements ne disparaîtront pas sans une prise en compte des intrications dans un système plus large. Et là, on vient satisfaire la 4e approche, qui est l'approche systémique. Donc pour moi, il me semble important, à un moment donné, non pas de venir prêter allégeance à d'autres modèles et de dire qu'on a eu tort et qu'on aurait dû faire autrement, mais peut-être à un moment donné de pouvoir considérer que chaque modèle a une limite, et que ce n'est pas parce qu'il a une limite qu'on ne peut plus rien faire, mais que peut-être on pourrait adresser tel type de problématique à un autre modèle, à un autre confrère, ou en modifiant sa propre démarche de thérapeute. Voilà. J'espère que ça aura continué à ouvrir un peu le débat et à préciser certains points. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo.